Un astéroïde porte son nom et c'est bien normal car son nom est directement associé aux étoiles, à la voûte céleste, à l'espace. Astrophysicien reconnu, vulgarisateur de génie, poète aussi, il nous fait lever les yeux au ciel depuis des années grâce à des émissions de télévision comme La Nuit des Étoiles, une émission culte pour beaucoup, grâce à ses livres, grâce à ses conférences. Il nous fait également regarder notre Terre depuis quelque temps, nous faire comprendre qu'elle va mal et qu'il faut s'en occuper. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans VIP Hubert Reeves. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre ici. Prendre le temps, parce que vous avez une vie entre vos multiples engagements, associations, une vie assez fournie. Oui, c'est vrai, mais j'aime beaucoup ces contacts avec le public. J'aime beaucoup. Je suis assez bavard, pour vous dire la vérité. J'aime parler. Vous aimez parler, vous aimez transmettre aussi. Transmettre. On parle souvent de vous comme effectivement d'un vulgarisateur. Oui. C'est un don, ça, de savoir amener une connaissance au public, savoir lui expliquer les choses simplement. Je pense que ça s'apprend sur le tas. C'est à force de faire des erreurs et à essayer de corriger vos erreurs que vous l'apprenez. Je ne pense pas que ça s'enseigne. Ça s'appelle en principe la pédagogie. J'ai jamais cru que la pédagogie s'enseignait. Je pense que d'abord, il faut avoir envie de le faire. Et puis ensuite, on le fait et c'est en additionnant les erreurs, les faux pas. Vous essayez d'expliquer quelque chose à quelqu'un, il vous dit « je comprends rien », alors vous essayez de lui expliquer autrement, et puis on me dit « ah, ben, si tu me dis comme ça, je comprends », et puis bon, ça s'apprend sur le tas, comme on dit. Vous avez eu une très jolie phrase qui est la suivante. Je crois que la communication du savoir est au moins aussi importante que l'avancement des connaissances. Il est malsain et parfois dangereux de cultiver le secret mandarinal autour de la science. Avancer dans la science, c'est bien, le faire savoir, c'est aussi bien, c'est important. C'est très important d'abord parce que la connaissance accumulée, les gens qui s'intéressent, quelqu'un l'autre jour m'a dit « à quoi ça sert d'avoir appris tout ça ?» Mais je lui ai dit « ça dépend de vous. Si pour vous c'est une valeur importante, la connaissance, indépendamment de toute retombée financière, si c'est une valeur importante, c'est important que les gens qui font de la recherche vous mettent au courant de ce qu'ils ont appris. C'est une connaissance qui est valable en soi et qui n'a pas besoin, à mon avis, d'être défendue. Maintenant, si vous n'aimez pas, ben, c'est votre choix. Chacun a le choix de faire ce qu'il veut. Mais il y a beaucoup de gens, on découvre qu'il y a un très grand public pour lesquels c'est important d'être au courant des dernières connaissances. Et donc, c'est à ce public-là que je m'adresse. Alors, vous avez, c'est vraiment ce que je disais en introduction, vous avez fait lever les yeux au ciel aux Français, et pas uniquement aux Français, mais bon, on voit ça par le petit bout de notre lorgnette. À nous, d'un seul coup, on n'a pas découvert une voûte étoilée, mais on a commencé à la comprendre, on a commencé à l'aimer, on a commencé à s'y intéresser. C'est vrai que votre nom reste associé à cette découverte-là. J'imagine que pour vous, c'est quelque chose dont vous êtes fier. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, absolument. C'est quelque chose dont je suis très fier que si j'ai pu avoir un rôle dans cette activité, j'en suis très fier. Les gens vous le témoignent, on vient beaucoup vous voir quand on vous croise. Oui, beaucoup de gens me le disent. C'est grâce à vous que j'ai appris. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a tout un domaine qui peut intéresser les gens, mais les gens ne savent pas que ce domaine existe. Et le rôle des gens comme moi, c'est de leur dire, ben regardez, là, il y a des choses qui pourraient vous intéresser, mais il faut que quelqu'un vous le dise. Vous dites, regardez ça, c'est intéressant, ça va vous intéresser. C'est un peu, c'est l'enseignement, c'est un rôle de passeur. Toutes ces connaissances, elles sont dans les bouquins, elles sont sur Internet, mais il faut un intermédiaire humain pour passer, pour faire savoir à une autre personne. Souvent, une bonne partie des gens qui m'écrivent, ce sont des gens âgés, soit des ménagères, des mères de famille, les enfants sont grands, ils sont partis, ou bien des ouvriers, des gens à la retraite, qui se promettaient depuis longtemps, qui se disaient « quand j'aurai le temps, quand j'aurai élevé mes enfants, quand j'aurai terminé de travailler à l'usine, je vais faire quelque chose dont je rêve et qui est de m'instruire, d'apprendre, de connaître un peu le monde dans lequel nous sommes. » Mais très souvent, ces gens sont retenus parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables. Ils se disent « ah, moi, je ne suis pas assez intelligent pour ça, pour moi, ça me dépasse. » Et c'est pour ça que c'est important que des personnes
puisse dire à ces personnes, non, vous êtes assez intelligent, c'est simplement que des fois où on vous l'a présenté et que vous avez été découragé, c'est parce qu'on vous l'a présenté d'une façon trop difficile. Il y a des domaines de la science qu'on peut, comme on dit, vulgariser ou diffuser ou simplifier sans trop... On perd toujours un peu, sans trop perdre. L'astronomie est bien placée sur ce plan parce que les étoiles, c'est aussi quelque chose qui est réel. C'est pas comme les atomes. Si je vous parle d'un atome, oui, mais une étoile... On ne le voit pas à l'œil nu. Vous ne voyez pas à l'œil nu. Une molécule, vous ne la voyez pas à l'œil nu. Les étoiles, c'est aussi un domaine de rêve. Les gens rêvent devant un ciel étoilé. Donc, c'est un excellent intermédiaire pour faire passer de la connaissance, parce que les étoiles, c'est aussi quelque chose qu'on étudie avec la science, avec des méthodes scientifiques, avec de la rationalité. On peut comprendre, on peut prouver, on peut infirmer, on peut confirmer. C'est joli à voir, quand on voit des photos faites par les astronomes, des photos de poussière d'étoiles, de comètes, que sais-je. C'est toujours très... Oui. Tout à fait magnifique. Oui. Pour moi, c'est le meilleur vecteur pour transmettre les connaissances scientifiques parce que ça allie ces différentes visions, s'émerveiller et comprendre. Alors, c'est drôle parce que vous nous avez parlé des gens à la retraite ou des gens âgés qui se disent « Tiens, je vais apprendre ». Moi, quand j'ai dit que j'allais recevoir enfin, parce que ça fait un petit moment qu'on vous court derrière, enfin Hubert Reeves, moi, c'est les jeunes qui m'ont dit « Oh, La Nuit des Étoiles, l'émission culte que je ne manquais jamais, présentée par Claude Sérillon ». C'est vrai que ça a été une émission culte. Il y a eu aussi des livres qui ont beaucoup marqué les gens, mais cette émission-là, la télé, ça touche beaucoup plus de gens que les livres. C'est ça, c'est 1 million facilement. C'est quoi, 15 émissions sur 15 ans? Oui, c'est ça. Ça a duré 15 ans, oui. On a fait 15 années de suite où on se promenait un peu partout dans différents lieux. On est allé à Toulouse, on est allé dans les Cévennes, on est allé au Pic du Midi. On a eu une émission au Pic du Midi. Ça manque un peu aujourd'hui dans le paysage audiovisuel français. Je trouve que c'est quelque chose qui manque. Je serais prêt à recommencer. On a essayé quelquefois avec Claude Sérillon de mettre quelque chose sur pied, mais la télévision, c'est vraiment un milieu où c'est très difficile parce que j'ai l'impression que la télévision, c'est quelque chose de complètement magmatique. Magmatique dans le sens qu'il n'y a pas d'organisation. Il n'y a pas d'interlocuteur valable. Il n'y a pas quelqu'un à qui vous allez dire... Moi, j'ai présenté plusieurs fois des programmes détaillés. C'est mouvant, des gens mouvants, oui. Les gens m'ont écouté avec attention, puis j'en ai plus jamais entendu parler. Ah, bienvenue dans l'univers de la télévision. Il n'y a pas d'interlocuteur valable à qui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut mettre de la science à la télévision. Mais en pratique, si vous essayez, vous vous noyez dans un monde administratif qui... Pourtant, ces émissions, on sait que ça marche. Vous avez une aura, vous avez une identité très, très déterminée, à savoir, à délivrer. Oui, c'est ce que je me dis, mais c'est pas ça qui fait marcher. À quel âge le petit Hubert Reeves a levé vraiment la première fois le nez et en se disant « Waouh !» C'est sur ça que je vais travailler, c'est ça que je vais faire plus tard. Mes plus vieux souvenirs, c'est au Québec. On avait une maison de campagne près d'un grand lac et on avait une terrasse. Et de la terrasse, on avait une vision sur le ciel extraordinaire. Et je me souviens j'avais peut-être 7 ou 8 ans et mon père et ma mère aimaient beaucoup la nature. C'était des gens qui avaient une véritable vénération pour la nature. Ma mère nous appelait quand il y avait un beau coucher de soleil parce qu'on avait le ciel dégagé, le coucher de soleil jusqu'au niveau de l'eau. Et donc, c'était presque un rituel familial. Si le coucher de soleil était beau, ma mère nous appelait et on regardait le coucher de soleil. Et puis, le soir, on allait se balader sur la terrasse. Et puis, mon père connaissait quelques constellations, nous montrait Cassiopée, la Grande Ourse, tout ça. Cassiopée, c'est le W? W, oui. Et c'est ça que, pour moi, j'ai vécu dans une ambiance où la nature était quelque chose vraiment digne de vénération, oui. Vous étiez imprégné, en tout cas, de... Oui. J'aimais beaucoup aller, il y avait des marécages aussi, au large, dans le lac. Bon, vous auriez pu dire, je veux être cosmonaute. Non, c'était pas... non, moi j'aimais bien... ce que j'aimais, par exemple, c'est d'aller dans les marécages en canot et de rester là et de simplement regarder la nature, regarder les papillons, les grenouilles, il y en avait à ce moment-là. Donc ça veut dire quoi, qu'il y avait un aspect très contemplatif? Oui, contemplatif, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais s'immerger, se sentir immergé dans un monde
très vivant. Devenir tétard avec le tétard, c'est vraiment ça. Un petit peu ça. D'accord, grenouille avec la grenouille. J'ai toujours aimé les marécages parce que c'est tellement plein de vie, de toutes sortes de variétés, toutes sortes de formes. Et ça, c'était un de mes plaisirs. Je pouvais passer des heures à rester sans bouger pour voir arriver les tortues, les oiseaux, les ci, les ça. C'était plutôt... Alors ça, quand les enfants ont la chance d'être élevés à la campagne, il y en a beaucoup finalement qui réagissent comme vous, mais à quel moment se fait la bascule entre j'aime bien regarder les étoiles allongées sur ma terrasse à je vais vraiment prendre les choses en main et m'intéresser à ce domaine-là? C'est au moment où on décide de choisir une profession, bien sûr. Moi, ça m'a paru tout à fait naturel avec l'intérêt que je portais spontanément pour la recherche, de faire des sciences. Et j'aimais aussi beaucoup les mathématiques et je préférais la physique parce qu'à cette période et encore maintenant, la biologie ne sont pas des sciences dans lesquelles il y a beaucoup de ce que nous appelons de belles mathématiques. Il n'y a pas de belles théories mathématiques comme par exemple la théorie de la relativité d'Einstein qui sont de très belles théories, même sur le plan mathématique pur. Alors la physique était le lieu idéal pour moi. Et donc j'ai décidé assez tôt que je ferais de la recherche en sciences et en physique en particulier. Donc je me suis inscrit à l'Université de Montréal. Et puis en vue l'idée de faire de l'astronomie. Et j'avais contacté un observatoire américain quand j'étais encore au collège pendant l'été pour demander si je pouvais aller passer un séjour chez eux, simplement pour voir comment ça se vivait dans le concret, dans un observatoire. Une fois de plus, s'immerger dans un milieu de l'intérieur. C'est ça, exactement. Parce que je me disais, si je dois vivre dans ça plus tard, j'aimerais goûter avant d'avoir pris des décisions définitives. Mais alors attendez, Hubert, parce que c'est contradictoire. Vous aimez vous immerger dans les milieux pour les comprendre, pour en faire partie, mais alors jamais eu envie d'aller dans les étoiles alors? Jamais eu envie de monter là-haut pour être enfin au milieu d'elles? J'irais très volontiers si on me le proposait d'aller dans une fusée. Ça peut se faire maintenant. Vous savez qu'il y a des voyages touristiques dans l'espace. Ça commence doucement. C'est encore un peu cher. C'est encore un peu cher. Moi, je rêve, par exemple, quelque chose qui va se produire d'ici quelques temps, c'est d'aller faire le tour de la Lune, par exemple. Partez d'ici, vous allez faire le tour de la Lune, vous revenez sur la Terre. Ça doit être fabuleux. Si vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner, je suis partante. Ah ben, avec plaisir, avec plaisir. Je pense que vous donnerez priorité à d'autres gens avant moi, mais ça, c'est un rêve. Être en orbite. Oui. Voir la Terre. J'ai un ami qui est cosmonaute et qui me parle, j'adore l'entendre parler de ça, quand il me décrit comment il se penchait sur la fenêtre, comme on dit, c'est pas tout à fait ça, mais à peu près, et puis qu'il voit en dessous passer les continents, passer la Terre et tout ça, c'est fabuleux. On le connaît, votre ami cosmonaute? Jean-François Clairvoy. D'accord. Il a fait beaucoup de séjours dans l'espace. Il est un de ceux qui ont réparé le télescope Hubble. Il est un de ceux qui bougeait les bras pour l'attraper, pour le ramener, pour changer, mettre des rustines ici et là. Je disais en introduction qu'un astéroïde avait été baptisé Hubert Reeves. Vous connaissez le numéro de votre astéroïde? Je m'en souviens. 9631. Oh, oui, alors un astéroïde, vous l'expliquerez mieux que moi, mais c'est un corps céleste qui est dans l'espace. C'est un gros caillou. C'est un gros caillou. Un astéroïde, c'est à peu près la dimension du Mont Blanc. Imaginez... Ah oui, c'est un très gros caillou. Oui. Celui-là, il fait, je crois, 5 km. Donc, c'est une bonne montagne. Ça vous fait plaisir qu'un astéroïde qui soit là-haut, lui, ce qui m'a fait plaisir, c'est pas ça. C'est que, il y a beaucoup d'astéroïdes et puis les gens donnent des noms. Il y a un moment donné où ils choisissent de donner le nom d'une personne. Et puis, ça se passe comme ceci. On avait demandé aux étudiants d'une université, qui est l'Université Laval, à Québec, qui ils recommanderaient, quel nom ils suggéreraient. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'ils ont pris mon nom. Ça veut dire qu'ils appréciaient mon enseignement. C'est ça. Autrement, bon, il va continuer à tourner longtemps. C'est pas quelque chose. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est ça. C'est que ces étudiants aient choisi de donner mon nom à cet
à un astéroïde. En même temps, c'est un peu dangereux, parce qu'un astéroïde, à partir du moment où il s'écrase sur la Terre, enfin, où il s'apprête à s'écraser sur la Terre, ça devient une météorite. C'est quand même une vie dangereuse, astéroïde. Hein. Oui, mais celui-là, on connaît bien son orbite et il ne risque pas de frapper la Terre. Et il tourne autour de la Lune, celui-là ou... Non, autour du Soleil. Autour du Soleil. Tous ces corps tournent autour du Soleil. Vous voyez, j'ai pas encore assez bien écouté vos émissions. Il faut vraiment que ça... Pas assez bien encore... il met 4 ans, je pense, que son orbite est de 4 ans pour faire le tour. Il est quelque part entre la Terre et Mars. Et je crois que c'est 4 ans qu'il met pour... Vous n'avez jamais perdu votre accent canadien, ben ça, québécois. C'est pas un reproche, mais c'est encore très présent. Voilà, ça fait partie de l'identité. Finalement, c'est presque, j'espère ne pas vous choquer en disant ça, mais Hubert Reeves, c'est presque un produit. C'est vous physiquement avec la barbe, les cheveux grisonnants, enfin, et flottants. C'est cet accent, c'est cette manière de parler, une figure joviale qui donne envie d'écouter. Il y a quelque chose comme ça finalement qui est pas commercialisé, c'est pas un joli mot. Mais voilà, il y a un concept Hubert Reeves. Oui, ben, je vous écoute. Est-ce que ça ne fait pas un peu partie du succès, ça aussi? Probablement. Ce qui s'appelle le look. Le look, voilà. Le porteur du logo. Oui, oui. Vous en êtes conscient de cette image? Non, pas du tout, non. Mais on me la renvoie quelquefois. Mais vous savez, on n'a aucune idée de quoi on a l'air. Moi, je vous vois, mais vous ne savez pas ce que je vois quand je vous regarde. Mais je la préfère personne pas savoir. qui est absente, quand vous êtes dans un groupe, il y a une personne que tous les autres voient et que vous ne voyez pas et que vous, et qui est vous. Ça m'a toujours frappé, cet aspect qu'on fait partie d'une famille. Vous ne savez pas, quand vous êtes avec vos enfants, que vos enfants vous voient que vous êtes là. On serait peut-être horrifié de savoir comment les autres nous voient. Je ne sais pas. C'est assez passionnant, assez vertigineux par moments. Ouais. Je trouve des fois, et puis c'est même un peu déboussolant par moments. Vous entretenez quel rapport avec votre image, que vous vous êtes beaucoup vu dans les émissions? Vous revoyez, j'imagine, les cassettes. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Je ne regarderai pas cette émission-là, vous ne la regarderez pas quand on vous en fait? Non, parce que ça me frustre, parce que je me dis, je n'ai plus y retoucher. Je me dis, c'est pas le bon mot qu'il fallait mettre là. C'est pas... J'ai cette impression d'une image de moi sur laquelle je n'ai plus aucun contrôle, et en particulier que je ne peux pas corriger en disant... Non, mais ça me met mal à l'aise. Oui, mais la perfection n'est pas de ce monde. Non, c'est pas grave, mais si vous me demandez la question, je vous réponds. Ça me met mal à l'aise. Je n'aime ni me voir, ni m'écouter, parce que c'est comme moi, mais moi... comment dire, paralysé. Paralysé dans le sens qu'on ne peut plus y toucher. Fixé. D'accord. De façon définitive. Ça s'est passé comment, vos études chez les Jésuites? Chez les Jésuites, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. J'ai de bons souvenirs au total. Les gens n'ont pas forcément des bons souvenirs de leurs études chez les religieux. Ça dépend un peu des pays, des époques. Oui. Non, moi, il y a eu quelques jésuites qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont beaucoup impressionné, qui étaient vraiment des êtres humains avec une grande valeur humaine et qui avaient surtout quelque chose qu'on trouve moins, un sens de la vocation d'enseigner. C'est-à-dire, ce n'étaient pas des fonctionnaires. C'était des gens qui s'engageaient, pour lesquels l'enseignement était vraiment une vocation, un métier, et ils y mettaient tout leur temps. C'est peut-être eux qui vous ont transmis ce goût, comme ça, de transmettre? Probablement. Peut-être. Probablement. En tout cas, c'est qui m'ont transmis cette importance de la connaissance. La connaissance en soi, et de transmettre la connaissance, oui. Bon, il y en a qui étaient, la plupart étaient plutôt peu intéressants, mais il y en a eu quelques-uns, et après tout, c'est tout ce qu'on demande. Hein. Quand vous avez eu 3 ou 4 professeurs dans votre vie qui vous ont beaucoup apporté, parce que vous sentez qu'ils avaient envie qu'il se passait quelque chose. Je pense que là aussi, l'enseignement, c'est toujours ça. Ça part entre 2 personnes. Une personne a envie d'enseigner quelque chose à l'autre personne qui sent que cette autre personne a envie qu'elle apprenne. Tout cet aspect émotif, je pense, est fondamental dans l'enseignement. Et là, il y avait des enseignants, des jésuites, qui avaient vraiment
et puis qui étaient sur le plan humain des gens que j'admirais, que je trouvais. Et sur le plan de la foi alors, sur le plan de l'enseignement de la foi? Ben, à cette période, j'étais assez croyant. Ma famille était très religieuse, on allait à la messe, et puis faut dire qu'au Québec, à cette période-là, c'était une période qui était très cléricale, qui était très dominée par le clergé. À quel moment s'est faite la rupture alors? En 60. Et en 60, moi, j'avais déjà 28 ans. J'étais déjà aux études, j'enseignais. Donc, pendant toute mon enfance, au Québec, il y avait cet aspect positif dans un sens et négatif dans l'autre, qui avait une harmonie entre ce qu'enseignaient les parents, ce qu'enseignait l'école, et ce qui était la position dominante dans la politique. C'était vraiment un milieu très fermé, c'était un milieu catholique, très clérical. J'ai découvert après coup jusqu'à quel point c'était fermé, mais il y avait un confort. Il y avait un confort que n'ont pas les enfants qui n'entendent pas le même écho chez eux, à l'école, ou bien dans les activités. Oui. Là, il y avait une harmonie qui était vraisemblable, qui était confortable. Il s'est passé quoi en 1960 pour que d'un seul coup... Alors, c'est très curieux. Et d'ailleurs, il s'est passé, je dirais, c'est que le clergé lui-même, ça ressemble un petit peu à Gorbatchev, en fait. Ce sont des gens qui s'aperçoivent de l'intérieur que ça ne marche plus, qu'on ne peut plus continuer comme ça. Donc, c'est pas de l'extérieur qu'est venu ce que s'appelle la Révolution tranquille, ou en tout cas, il a été beaucoup aidé par le cardinal Léger, par exemple, qui était le cardinal et qui se rendait très bien compte que ça n'allait plus, qu'il y avait beaucoup de... l'influence du clergé a fondu en un rien de temps, à une vitesse telle qu'on ne se reconnaissait plus. Mais ça n'a pas été... Ça a été quelques intellectuels, aidés très souvent par des gens du clergé, qui se rendaient compte qu'ils vivaient dans une sorte de carcan ecclésiastique qui était en accord aussi avec le Premier ministre, qui était une sorte de dictateur. Bon, ce serait exagéré de le comparer à Franco, mais disons à Salazar, par exemple, au Portugal, ça avait quelque chose de ça. C'est-à-dire, c'était la loi et l'ordre, et l'Église, l'enseignement de l'Église servait à garder l'ordre dans le pays. Et ce Premier ministre avait eu le tort. Il y avait eu une grève de l'amiante au Québec, et un évêque avait permis de faire des quêtes dans les églises pour nourrir les grévistes qui n'avaient pas d'argent. Et ça a été pris comme une attaque, évidemment, à l'ordre. Alors, ce Premier ministre, Maurice Duplessis, est allé à Rome pour faire déloger l'évêque qui avait donné la permission de faire des quêtes pour les grévistes. C'était le fameux Monseigneur Léger? Non, c'était... Encore un autre évêque. Mais alors, en quoi ça vous a touché personnellement? Ça, c'était la fin. D'accord, vous avez suivi tout ça? À ce moment-là, tout le monde s'est dit, là, ça va plus. Mais ça a remis en cause votre foi? Parce que ça, c'est des à côté quelque part. Enfin, c'est lié directement, mais en même temps, c'est pas la foi brûlante au fond de chacun. Non, ça n'a pas... Ce qui a remis en cause ma foi, je dirais, c'est le côté que je sentais provincial. Je me disais, bon, je suis né au Québec, on me dit, tu as beaucoup de chance, tu es dans le christianisme, le Christ est venu pour toi, et puis bon, il y a des pauvres malheureux en Chine, et puis ces gens-là, ils n'ont pas eu de chance, donc on va leur envoyer des missionnaires pour... Et je me disais, mais moi, si j'étais né en Chine, vraisemblablement, on me dirait, tu as eu beaucoup de chance d'être né en Chine. C'est ce côté... Quand je veux dire provincial, je me disais, ça dépend de où je suis né, ça manque d'universalité. J'avais besoin de voir un peu plus grand que tout cela. Et c'est ça qui m'a tout d'un coup, ça m'a paru terriblement local, petit monde fermé, sur ses certitudes, et ça ne m'intéressait plus. En quoi vous croyez aujourd'hui ? Je crois pas. J'ai beaucoup de questions et je n'ai pas beaucoup de réponses. Je crois dans l'importance de se poser des questions. Toutes les questions de valeur me sont importantes, mais je n'ai aucune certitude ni d'un côté ni de l'autre. Mais c'est pas fermé.
Pas du tout, pas du tout. Je m'intéresse beaucoup aux différentes religions, par exemple, voir comment le monde est vu par des Indiens d'Amérique qui avaient leur propre religion, des Chinois. Je pense qu'il y a quelque chose, j'aime beaucoup cette phrase, les interrogations sont universelles, les réponses sont culturelles. Les réponses varient, selon que vous êtes dans le milieu judéo-chrétien, musulman, ou bien que vous êtes dans le milieu oriental, vous n'avez pas la même vision de Dieu. Dieu, pour un judéo-chrétien, c'est une personne. Vous lui parlez, vous priez. Comme on dit, il y a quelqu'un au bout de la ligne quand vous téléphonez. Si vous êtes un Chinois, Dieu, c'est un principe. C'est le Tao, c'est pas une personne. C'est pas quelqu'un que vous priez, en principe. C'est pas quelqu'un à qui vous demandez des grâces. C'est un principe organisateur. C'est l'image que Einstein défendait lui-même. C'est ce qu'on appelle maintenant le Dieu d'Einstein, une sorte de grand principe organisateur, mais ce n'est pas personnalisé. Et moi, je suis plus près de penser... En fait, mon opinion serait un peu à mi-chemin. C'est que il y a une réalité qui nous dépasse, tout ce qu'on nomme sous le nom de transcendance ou ce que vous voulez, et qui, je pense, est beaucoup trop, est bien au-delà de ce que nous sommes en mesure de comprendre. C'est quelque chose qui nous échappera toujours. Souvent, je fais la comparaison, c'est comme essayer d'enseigner la géométrie à votre chat, par exemple. Vous savez très bien que vous ne pourrez pas enseigner la géométrie à votre chat parce qu'il n'est pas en mesure de comprendre la géométrie d'Euclide. J'ai comme cette impression, et j'ai l'impression que cette multiplicité des facettes de ce qui revient des différentes cultures pour ce qui est le sens de la vie, l'au-delà de la mort, tout ça, j'ai l'impression que tout ça, ça reflète cette universalité des questions, mais cette incapacité pour notre esprit d'aller, de comprendre tout cela, et donc nous n'en avons que des échos. Je lisais, ou quelqu'un me disait l'autre jour, c'est une très belle image qui viendrait de la Bible, je crois que c'est dans l'Exode de la Bible, c'est quelqu'un qui demande, qui arrive au ciel, peut-être que je change un peu, mais c'est pas important, et qui dit je voudrais voir Dieu. Et on lui dit non, vous ne pourriez pas supporter de le voir. Et à ce moment-là, il voit un homme, un personnage, mais qui sort de la pièce, mais on ne lui voit que l'arrière de la tête. Et pour moi, c'est l'image de cette arrière de la tête, c'est ce qu'on peut atteindre, différents aspects, mais que la figure elle-même, c'est un peu, je suis assez, souvent j'aime beaucoup la philosophie de Spinoza. Il y a un petit peu de cela dans Spinoza, cette idée de quelque chose qui est au-delà de nos capacités de comprendre. Alors, je vous ai demandé d'amener un objet, et j'avoue que c'est la première fois qu'on m'apporte un objet vivant en plateau. Ben, vous m'avez demandé d'apporter un objet. J'ai pensé à un objet que j'aimerais vous apporter, et c'est une jacinthe. Et pour moi, c'est en pot, en précision, une jacinthe en pot. Oui, et que je vous donnerai à la fin, que vous pourrez mettre chez vous. Ça chez Mais moi. pour moi, c'est l'exemple de cette merveille de ce qu'est la vie. Là, il faudrait la sortir, mais vous voyez, vous devinez déjà ici les racines. Attendez, je vais vous aider à la sortir de son petit pot en plastique. Elle est bien à l'étroit, cette jacinthe, dans son petit pot. Oui, je crois que... Attention, hop, là, voilà, on a fait un peu... Vous voyez, c'est assez extraordinaire. Là, vous avez tout. Là où arrive l'énergie, les atomes, par les racines, là où elles sont stockées dans le bulbe, et de là, elles émergent. Le jaillissement de la vie. Le jaillissement de la vie. Et c'est une telle merveille. Vous vous demandez ma religion aujourd'hui, si on peut dire, c'est un peu de regarder des choses comme ça. Oui, c'est ça ce que je disais. Vous nous avez fait lever les yeux au ciel pendant des années, et aujourd'hui, votre combat, c'est maintenant, vous allez regarder un petit peu la Terre, vous baissez un peu les yeux, et regarder un peu la planète, dans quel état on la met.
Oui, mais d'abord, regardez la beauté de la planète. Regardez la vie, ce phénomène de la vie, qui est un phénomène, je ne sais pas s'il y a d'autres vies ailleurs, mais en tout cas, notre Terre est très riche et toutes ces merveilles de la vie ne cessent pas de m'émerveiller, en particulier la vie végétale et le plaisir de pouvoir voir croître. Chez moi, on a ces plantes et on les regarde tous les matins monter. C'est quelque chose qui, pour moi, qui m'émerveille continuellement. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Où ça se place dans un cadre religieux? J'en sais rien. Mais c'est pour ça que je vous dis, j'en suis à des questions. J'ai pas de réponse, mais j'ai des objets comme celui-là qui me plongent dans l'émerveillement. Et de voir pousser une fleur, regarder pousser une fleur, qui est un passe-temps... Absolument. Et qu'il faut prendre, voilà, qu'il faut faire de temps en temps, revenir aux choses essentielles. Vous méditez devant toutes ces questions-là, en fait. Méditer, en regardant pousser... Je la regarde. je la regarde et puis je me pose des questions, mais je vois que c'est là. Et c'est ça qui pour moi est important. Alors, il va falloir que j'en prenne soin. Je lis sur l'étiquette, arroser régulièrement, éviter le dessèchement, température 16 à 18 degrés. Je vais pouvoir m'en occuper, mais je vais la baptiser Uber Reeves aussi. Il n'y a pas qu'un astéroïde qui aura votre nom, alors. Donc c'est pour chez moi. Allez hop, viens ma belle. Merci infiniment. Un invité qui apporte des cadeaux, c'est rare ça. Alors ce que je vous propose, vous la mettez dans un grand verre en transparent et vous laissez les racines dans l'eau. Ah, et vous allez voir, ça fait je n'ai pas pu la porter, mais ça fait un très beau mouvement. Toutes ces racines à la verticale, le bulbe et la fleur qui sort. Et vous avez devant vous, chaque matin, un spectacle extraordinaire. Merci infiniment. Alors, c'est tout votre combat pour la planète aussi. Vous avez pris la suite de Théodore Monod pour une association qui s'appelle ROC. Qui s'appelle la Ligue pour la préservation de la faune sauvage. Voilà, c'est un combat qui vous tient à cœur. Oui, oui, absolument, parce que je crois qu'on arrive à se faire cette constatation qui est désolante, de voir que cette planète sur laquelle il y a eu de telles merveilles, dont chacun d'entre nous, nous sommes en train, par notre activité, de la saccager. Si on peut dire les choses en peu de mots, c'est ça. Mais heureusement, il y a une réaction. Et depuis quelques années, je dirais que les choses vont mieux. Vont mieux dans le sens qu'il y a une véritable réaction un peu partout. C'est rare d'entendre un discours positif de quelqu'un qui s'intéresse à l'écologie et à la planète et qui dit « si, ça va mieux », alors que tout le monde a des discours catastrophistes plutôt. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments différents. Il y a des aspects sur lesquels ça va de plus en plus mal et il y a des aspects sur lesquels ça va de mieux en mieux. Alors, où est-ce que ça va mal, où est-ce que ça va mieux? On est dans un grand conflit entre deux forces et on ne sait pas qui va gagner parce que c'est comme une partie de football, vous ne savez pas à l'avance. Oui, l'enjeu est un peu moindre. L'enjeu est absolument, l'enjeu est gigantesque. Qu'est-ce qui va moins bien, qu'est-ce qui va mieux? Qu'est-ce qui va moins bien? L'augmentation du gaz carbonique, par exemple, cette année encore, alors qu'on se bat pour faire appliquer Kyoto, diminuer les... bien, cette année, en 2007, il a été plus élevé qu'aucune autre année auparavant. La température continue à monter, la glace fond à une vitesse au-delà de tous les scénarios les plus catastrophiques qu'on avait eus. La glace au pôle Nord fond à une vitesse extrême. La destruction de la forêt se poursuit au Congo, en Amazonie, en Indonésie, mais à une vitesse effarante. Alors qu'est-ce qui va mieux? Quelles sont les raisons d'espérer? Voilà. Alors bien, vous commencez, je vous ai dit ce qui est positif, c'est la prise de conscience. C'est que depuis 2 ou 3 ans, il y a une véritable prise de conscience qui a atteint le niveau des décideurs. On l'a vu à la conférence de Bali. La conférence de Bali, c'est quoi? C'est 160 pays dans lequel des gens qui ne sont pas simplement des écolos rigolos se réunissent, mais des gens qui ont un pouvoir décisionnel. Oui, parce que moi, quand on me dit qu'il faut couper le robinet quand je me lave les dents, je le fais, honnêtement. Mais je me demande très sérieusement quel impact ça aura sur la planète que j'ai coupé mon robinet pendant 1 minute. Alors on se dit c'est les gros pollueurs, finalement, qu'il faudrait le fait qu'il y a eu 160 pays dont les décideurs, les ministres, les compagnies multinationales se soient rassemblés et aient pris conscience d'une façon efficace, pas simplement dans leur tête, comme ça, oui, on sait bien, ça va mal. Donc, qu'ils aient pris conscience et qu'ils se soient décidés à prendre des décisions. On vient de le voir en Europe, que grâce à notre président, le plan climat vient d'être adopté par l'Europe.
Ça, c'est vraiment un grand moment. C'est vrai qu'il a été amendé, qu'il n'est pas aussi bien qu'il pourrait. Bon, il ne faut pas s'attendre à ce que tout d'un coup, tout se mette à bien marcher. Mais ce fait que le plan climat a été adopté, c'est un grand moment. Le fait qu'il y a eu Al Gore et son film qui a eu un tel succès, et on voit que M. Obama, aujourd'hui, est vraiment impliqué. La période Bush, c'est terminé. Ça vous rassure, tout ça? Ah ben beaucoup, oui. Ça va bouger? Ah oui, c'est en train de bouger. La Chine bouge beaucoup maintenant. La Chine devient un des champions des énergies renouvelables maintenant. La Chine est en train de replanter ses forêts. Il y a un peu partout beaucoup d'éléments positifs. Mais je vous le dis, il y a aussi beaucoup d'éléments négatifs. De sorte qu'on est vraiment dans une dichotomie, dans un combat titanesque et dont on ne sait pas ce qui va arriver. Mais ça va arriver assez rapidement. Ça veut dire que vous ne vous occupez plus des étoiles? Si, je m'occupe toujours des étoiles, ça reste ma passion. Non, c'est pas du tout... Non, souvent, je dis, il y a l'astronomie. Quel rapport entre l'astronomie et l'écologie? Le rapport, c'est que l'astronomie nous apprend des choses sur notre passé, nous apprend comment, par exemple, nos atomes ont été formés dans les étoiles, l'histoire du Big Bang, la formation des étoiles, des galaxies, du système solaire, de la Terre. Tout ça, c'est notre passé. L'astronomie nous dit des choses sur comment nous en sommes venus à être ici aujourd'hui, précisément, à cette émission. L'écologie nous dit comment y rester dans de bonnes conditions. Elle prend conscience du fait que toute cette belle histoire est une histoire qui est menacée sur la Terre, en tout cas. La Terre va continuer à tourner, la vie va continuer sur la Terre, il n'y a pas de problème. L'humanité est vraiment dans le collimateur de l'extinction qui se passe maintenant. C'est ça que j'essaie de dire, c'est que l'astronomie, c'est comment on est arrivé ici, l'écologie, c'est comment y rester dans de bonnes conditions. Alors, depuis le début de l'émission, vous passez des petits messages en douce comme ça, mais j'ai bien noté sur la beauté des choses, sur la beauté des étoiles, la beauté d'une fleur, la beauté des marécages de votre enfance. Je voudrais qu'on en vienne à cette beauté, puis à cette partie de poésie qui vous habite aussi. C'est ce qu'on aime aussi chez vous, c'est de faire cohabiter la science et la poésie. Et voilà, Dieu sait si la science peut faire peur à beaucoup de gens, mais amener avec de la poésie, ça passe tout de suite mieux. Et vous êtes un fervent adepte de musique. Tout à fait. Tout à fait. J'ai écrit... les salles de concert sont mes églises maintenant. Alors vous faites des spectacles musicaux. Oui. Vous participez à tout un tas de projets musicaux et on vous a demandé, voilà, Hubert, s'il vous plaît, Hubert Reeves, sélectionnez-nous... Je sais que ça a été horrible comme choix, je m'en excuse par avance, mais sélectionnez-nous un petit moment de musique. Oui. Qu'est-ce que vous avez choisi pour nous? Eh bien, le trio de Ravel, qui est une pièce que je trouve, de Maurice Ravel, que je trouve particulièrement touchant, émouvant. Parce que, pourquoi? On va l'écouter. Ah ben, la musique, c'est difficile de mettre des mots. Hein? La musique, elle vous fonce dans le ventre. Elle ne passe pas par le mental. On peut en parler très longtemps, on peut ne pas en parler. Pour moi, c'est un petit peu la magie de la musique. C'est que ça passe pas par le mental. Ça vous affecte directement et vous êtes pris ou vous ne l'êtes pas. Mais c'est ce que j'aime, ce que je trouve fabuleux de la musique. Cette musique, on va continuer de l'écouter en parlant. Oui. Elle vous emmène où cette musique? Je ne sais pas. Je me sens bien. Quand j'écoute cette musique, j'écoute de la musique, j'ai pratiquement toujours besoin d'écouter de la musique. Autrement, il manque quelque chose. Et une musique, c'est comme un lieu confortable où vous vous installez. Quand il y a comme cette musique avec ce rythme lent, avec ces instruments, pour moi, c'est confortable. Ça me parle. Je peux rester longtemps à écouter de la musique. Je me dis, ces musiciens, ce sont vraiment des bienfaiteurs de l'humanité, puisqu'ils ont enrichi nos vies. Si vous pensez qu'il y a 3 siècles, il n'y avait pas eu Mozart, ni Beethoven, ni Bach, et vous voyez quel apport ces gens ont apporté à l'humanité et qui enrichit nos vies quotidiennement. Vous mettez votre CD, vous écoutez un concerto de Bach, par exemple, ou quelque chose, ça vous remplit. Mais mettre des mots,
Je veux dire, je peux en mettre plein, mais je pense que c'est à côté de la réalité. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer qu'un groupe français qui s'appelle les Ogres de Barbac s'est emparé de vos mots à vous et que ça a suscité chez eux de la musique. Ça doit être quand même une vraie fierté, ça aussi, pour vous. Tout à fait, tout à fait. Que vos paroles, alors c'est un extrait en fait de radio, d'une interview radio. Ils auraient très bien pu sélectionner un extrait de l'interview qu'on est en train de faire. Voilà, ça commence par, on écoutera d'ici quelques secondes, mais ça commence par l'extrait. Il y a de la musique derrière. Ça réveille quoi en vous quand une bande de musiciens, ils sont plutôt jeunes, hein, je crois, les Ogres de Barbac, c'est des trentenaires, hein, il me semble. Oui, il me semble. 30-40, impressionnés par ce que vous dites, peut-être par ce que vous leur faites toucher du doigt, utilisent ça pour faire de la musique. Ben, pour moi, c'est vraiment un honneur et une gratification de penser que des choses que j'ai faites puissent avoir un tel écho et être repris par une créativité d'un mode différent, mais qui peut inspirer leur travail. On va l'écouter, leur travail. C'est un objet musical un peu différent de ce qu'on connaît. Voilà, on écoute Hubert Reeves et en même temps les Ogres de Barbac. Je pense que l'humanité n'est pas nécessairement la favorite de la nature, que l'humanité peut très bien disparaître, que nous ne sommes pas une espèce sacrée, qu'il y a eu 10 millions d'espèces animales jusqu'ici et que 9 millions ont été éliminées. On n'est pas l'espèce élue comme on l'a cru pendant longtemps. La nature peut très bien se passer de nous. Et c'est nous qui voulions nous évoluions, nous évoluions, nous évoluions. Très joli, hein, ce que ça leur a inspiré. C'est très joli, hein. oui. C'est vraiment très beau. Quelque chose de très méditatif. Vous les avez rencontrés, les Ogres de Barbac? Je ne les ai pas rencontrés personnellement, non, mais j'ai eu leur Peut-être quelque chose à faire CD, oui. à ce niveau-là. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres, à part la musique, est-ce qu'il y a d'autres arts? Je ne sais pas, la photographie, la peinture, la bande dessinée peut-être moins, je n'en sais rien, qui habite votre vie comme ça? Parce que la musique, on commence à le savoir, parce que vous faites, voilà, vous œuvrez aussi pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui habitent votre vie? Des arts ou autre chose, hein, d'ailleurs. Oui, ben, j'aime beaucoup, je vais assez souvent voir des expositions de peinture, j'aime beaucoup la peinture. Je fais moi-même un peu avec des amis, on fait du fusain, on a des cours de fusain régulièrement. C'est quelque chose que j'aime faire, que j'aimerais mieux faire. Je suis toujours un peu frustré de voir comme il y a des gens qui font ça d'une façon extraordinaire et que j'y arrive pas, mais bon. À votre tour, créateur de beauté et non plus observateur? Oui, voilà, c'est ce que j'aimerais aussi. C'est sur le plan de la musique ce que j'essaie de faire quand je suis récitant, par exemple, comme pour des œuvres comme Pierre et le Loup, ou bien j'ai fait aussi de la direction d'orchestre mineure, des petites pièces faciles, juste pour me donner l'impression que je pouvais être actif, parce que malheureusement je n'ai pas appris d'instrument, et ça je le regrette. Si j'ai une autre vie, on ne sait jamais, la première chose que je fais, je m'inscris au cours de violoncelle. Mon rêve, c'est de jouer du violoncelle dans un quatuor de Schubert. Ça, pour moi, ce serait le bonheur parfait. Alors, vous avez parlé de Pierre et les Loups, pour lequel vous êtes récitant, mais pas seulement. Il y a eu le Carnaval des animaux, Ma mère Loi de Ravel, la cantate pour la fin du temps, c'est Olivier Messiaen. Winnie the Pooh, c'est-à-dire Winnie l'ourson. C'est quoi cette envie de sortir complètement de ce pourquoi on vous connaît et d'être récitant, d'être dans une partie totalement artistique pour des œuvres, pas seulement enfantines, mais aussi? C'est l'envie de ne pas être simplement passif par rapport à la musique, mais d'être aussi actif. J'adore l'ambiance qui précède un concert. C'est un des meilleurs moments quand on sait qu'on va jouer dans quelques minutes et que les gens ajustent leurs instruments et tout ça. Il y a une ambiance extraordinaire dans le tout début d'un concert, pendant le concert aussi, mais ça c'est quelque chose que j'avais jamais vécu auparavant. Ça n'existe pas dans le monde scientifique, cette espèce de mouvement d'un groupe.
Voilà, un groupe de gens qui sont autour d'une œuvre, qui vont jouer une œuvre, qui sont pris dans le sentiment, qui vont ensemble faire quelque chose. Et ça, je trouve ça assez grisant, comme on dit. Cette idée de collectif, ça veut dire quoi? Que astrophysicien, c'est quelque chose de solitaire plutôt? Assez, c'est-à-dire qu'on peut participer à des projets, mais il n'y a pas des moments de griserie comme celui-là. Ah bon? C'est ça qui est assez unique à la musique. C'est ce côté happening. En astrophysique, du moins dans la recherche, il n'y a pas de happening, au sens où il y a un happening qui est un concert. Mais alors ce public que vous n'aviez pas avec votre travail d'astrophysicien, vous êtes allé le chercher finalement à la télévision ou par un lectorat finalement, vous êtes allé le chercher, ce besoin de collectif. Oui, au travers de mes amis musiciens qui m'ont invité à participer avec eux. C'est Michel Letiec, qui est directeur du Festival de Prades. C'est lui et sa fille, toute sa famille. Ah oui, moi je parlais aussi des émissions de télé, plus simplement, que vous avez pu faire, ou des livres que vous avez pu écrire. Ça allait chercher le public là où il est, finalement. Oui. Il y a un besoin du contact avec les gens, comme ça. J'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'aime, oui. J'aurais pas pu, j'ai jamais imaginé qu'un jour je deviendrais médiatique, comme on dit. Quand j'ai choisi la science, je pensais que je passerais ma vie dans un laboratoire et dans un observatoire. Et c'est venu comme ça, un jour, j'ai découvert que j'étais devenu quelqu'un de connu médiatiquement. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé qui est très agréable. La notoriété, ça fait quand même partie des, je ne sais pas si on peut dire des fausses valeurs ou des contre-valeurs. Et tout à l'heure, vous nous avez dit être très attaché aux valeurs. On n'a pas développé, j'aimerais qu'on y revienne. Quelles sont les valeurs, les vraies valeurs auxquelles vous êtes attaché vraiment? Les vraies valeurs, c'est... j'aime ce mot de... À part la connaissance, vous l'avez déjà dit, la connaissance. C'est ce mot de Yasmina Reza que j'aime beaucoup. Elle dit, il faut agiter la vie. C'est-à-dire, autour de soi, avoir une influence qui fait que les gens sont vivants, vivent des choses, vivre des choses, agiter la vie. J'aime beaucoup ce mot. Tout ce qui enrichit, tout ce qui embellit l'existence, que ce soit par la connaissance ou par la musique ou par des promenades ou toutes sortes de choses. Pour moi, ce sont les choses valables. Que notre apport principal dans notre vie, quand on fera le compte, ce sera de dire est-ce qu'on a apporté, est-ce qu'on a enrichi l'existence. Nous avons une brève existence, on sait que ça se termine, mais pendant cette période-là, pour moi, c'est ça qui est important. Alors ça veut dire quoi? Que le moine trappiste qui vit reclus toute sa vie dans son monastère n'agite pas la vie, ne sert à rien? Non, je ne dirais pas ça. Peut-être que dans son monastère, il apporte beaucoup. Il est dans un monastère et la vie de monastique est une vie aussi qui est très riche, qui est très organisée. Alors, en disant des minutes que vous aviez une vie dense, qu'on était content que vous preniez du temps pour nous, vous nous dites que voilà, il faut agiter la vie, créer des choses, du mouvement, etc. Et quand vous vous arrêtez, alors, vous faites quoi? J'aime beaucoup marcher, j'aime beaucoup m'immerger dans la nature. Ah, on revient à l'enfant qui s'immergeait dans les marais. Encore maintenant, mon grand plaisir, c'est d'aller faire des promenades seul dans la forêt. C'est une chose que j'ai besoin de faire ça régulièrement. J'aime la ville, je ne suis pas un campagnard. Je crois que la ville est importante justement pour la stimulation, mais j'ai besoin aussi de me retrouver seul dans un endroit où je suis dans un lieu naturel et végétal, avec des arbres, avec des plantes. Il y a un rapport de l'être humain avec les plantes qui est un rapport qui est très différent. Un arbre ne vient pas vous chercher, ne perturbe pas votre réflexion. Vous pouvez rêver, rien faire, mais vous le sentez. C'est une présence qui est là et qui ne vous dérange pas, même pas dans le bon sens du mot déranger. Dans lequel vous vous immergez, oui. Pour moi, j'ai cette affinité avec le monde végétal que je sens quand je suis seul dans la nature. Je peux aussi y aller avec des amis, mais c'est plus pareil. Parce que si vous êtes avec des amis, vous parlez. Donc vous n'êtes pas tout à fait à l'intérieur de vous-même. Communion avec la nature. C'est ça. Et c'est pas la même communion puisque vous n'êtes pas interpellé. Voilà. Les arbres ne vous interpellent pas. Quelqu'un qui est avec vous vous interpelle toujours d'une certaine façon, mais l'arbre ne vous interpelle pas, mais pourtant il est très présent. J'ai planté beaucoup d'arbres dans notre maison en Bourgogne et j'aime beaucoup les voir grandir, j'ai planté des cèdres du Liban qui ont maintenant près de 20 mètres de haut et pour moi c'est
toujours un plaisir d'aller les voir, d'aller faire voir un peu comment ils sont arrivés à leur puberté, comment on a vu apparaître les cônes mâles, les cônes femelles, etc. On a tendance à vous dresser une statue de votre vivant. Si vous deviez faire votre propre autocritique, qu'est-ce que vous diriez, vous? Ma propre autocritique... Bon, là, il y a des choses de moi que je n'aime pas. J'essaie de vivre avec, mais c'est des choses... J'ai été beaucoup élevé dans la compétition. Et ça, j'essaie de me de vous débarrasser de ça. De me libérer de cette compétition. D'essayer de me réjouir du bonheur des autres, alors que j'aurais tendance à me réjouir de leur malheur, si on met les choses très franchement. Les réactions premières sont très souvent, je pense que c'est assez général, des réactions mesquines. Et après, vous corrigez. Et après, de dire, ah mais non, je ne peux pas, c'est pas acceptable. Mais la première réaction, c'est, vous apprenez que quelqu'un a eu un accident de voiture, vous pouvez facilement dire, ouf, heureusement, c'est pas moi. Ça, c'est cette réaction de survie que nous avons tous. Et après, on peut réfléchir. Mais je pense que si on est... J'essaie d'être lucide sur ces réactions. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi j'aime pas telle personne? Pourquoi j'ai dit telle chose qui pouvait la blesser? Etc. Vous êtes en construction, toujours. Mais c'est une belle franchise, en tout cas. Merci beaucoup, parce qu'on ne pose pas souvent des questions qui fâchent un peu. Et voilà, je voulais tester, j'ai testé, ça marche. On peut poser des questions qui fâchent à Hubert Reeves. Je voudrais vous remercier infiniment d'être venu en plus les mains pleines avec un cadeau pour moi, vraiment c'est très gentil dans cette émission. On vous souhaite encore quoi? Alors plein de projets, mais en même temps le temps de vous promener dans la nature. Voilà. Oui, d'autres choses? Tout ça, c'est très bien. Les rapports avec mes amis, la santé, je trouve que j'ai beaucoup de chance d'être en bonne santé à mon âge et j'espère que ça va durer encore longtemps parce que j'ai envie de faire encore plein de choses. On vous la souhaite, la santé, ça vous permet de garder ce rôle d'éveilleur des consciences que vous avez depuis quelques années dans nos vies à tous. Merci infiniment, Hubert Reeves. Merci. Merci.